Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Horizon politique du 19 avril 2024. Aujourd'hui, nous sommes avec le professeur Michel Chossudovsky pour parler de façon plus détaillée de ce qu'il se passe au niveau de armement nucléaire, menaces de guerre nucléaire. Et j'aimerais rappeler d'entrée de jeu que c'est un spécialiste qui étudie ces questions d'armement nucléaire depuis plus de 20 ans, en couvrant ces différentes dimensions, en fait, stratégiques, ces dimensions géopolitiques et ces dimensions aussi géopolitiques historiques. Ensuite, aussi, ces caractéristiques criminelles, parce qu'on va le dire, ça mène tout ça à des génocides à grande échelle. Et c'est en avril 2022 que sur notre émission Horizon politique, qu'il a parlé que nous n'avons jamais été, depuis Hiroshima en 1945, aussi près d'une menace d'une guerre atomique. Alors aujourd'hui, bonjour professeur, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour. La première question que je voulais vous demander, en fait, c'est qu'est-ce qu'on doit comprendre en ce moment de l'objectif des États-Unis au niveau des actions passées contre l'Union soviétique et le parallèle qu'on peut faire avec ce qui se passe en ce moment? Écoutez, d'abord, il y a une méconnaissance de l'historique de l'arme nucléaire et c'est principalement attribuable au fait d'abord que les médias n'en parlent pas et que les cadres politiques non plus. Et d'ailleurs, on peut dire que la classe politique est, est ignorante concernant les impacts potentiel de l'arme nucléaire. Certains le sont, mais d'autres ne le sont pas. C'est certainement le cas de Hillary Clinton et peut-être de Biden également. Mais ce qu'il faut souligner, et je reviendrai sur l'historique, c'est que dans le contexte actuel, on est à un carrefour extrêmement dangereux et il faut comprendre que l'utilisation de l'arme nucléaire dans le cadre de la confrontation entre les États-Unis, l'OTAN et la Russie, mais également dans le contexte du Moyen-Orient, conduirait inévitablement à une escalade militaire et à la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. En d'autres mots, le dommage collatéral, en anglais collateral damage, c'est l'humanité dans son ensemble. Et on a énormément d'études et, d'autant plus que si on revient maintenant à Hiroshima, Nagasaki, ces deux villes ont été rayées de la carte en dedans de quelques minutes. Et Hiroshima, c'était à peu près 100 000 morts immédiatement. Maintenant, on dispose de part et d'autre, la Russie et les États-Unis, de bombes nucléaires qui sont 100 fois Hiroshima. Et je n'ai pas les chiffres sous la main, mais c'est d'une ampleur sans précédent. On peut faire sauter la planète plusieurs fois avec disons, avec les bombes, les bombes nucléaires qui sont aux mains des grandes puissances. Maintenant, la question de fond là-dedans, on a tendance à mettre le blâme sur les Russes, que c'est les Russes qui menacent avec la bombe nucléaire. Je ne suis pas nécessairement partisan de la Russie, mais je crois qu'il faut reconnaître l'historique. Et là, on remonte au projet Manhattan. Alors, les gens peuvent voir, maintenant c'est le film avec Oppenheimer, mais Oppenheimer coordonnait le plan Manhattan qui, en date du 6 août 1945, a donné lieu à Hiroshima et le 8 août 1945, c'était Nagasaki. Et le projet Manhattan a commencé en 1939 jusqu'en 1945 et c'était un projet, essentiellement un projet des États-Unis avec la participation du Canada et de la Grande-Bretagne. La participation du Canada était essentiellement attribuable au fait
que dans l'Ouest canadien, il y a des réserves d'uranium et ces réserves d'uranium servent à confectionner les bombes atomiques, notamment celui qui a été lancé sur Hiroshima. Maintenant, une chose que personne n'est au courant, parce on ne nous informe pas, mais les documents déclassifiés, les documents secrets, je les ai sous la main, euh, nous confirment que les États-Unis, on disait que les États-Unis préparaient la bombe atomique à l'endroit de l'Allemagne nazie. Les historiens réfutent cette thèse, elle est corroborée, et de fait, l'objectif de la bombe atomique était l'Union soviétique. Et comment est-ce qu'on sait ça? Parce que en date du 15 septembre 1945, alors que les États-Unis et l'Union soviétique étaient des nations alliées dans la lutte contre le nazisme, le, disons, euh, le ministère de la guerre, maintenant on appelle ça le Pentagone, mais à l'époque c'était le ministère de la guerre, ont formulé, et tout ceci, vous pouvez le consulter, a formulé le premier plan d'attaque des États-Unis à l'endroit de l'Union soviétique. C'était, en fait, ça a été formulé avant septembre 45, au fort de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons des documents qui sont intitulés Top Secret 15 septembre 45. Et ces documents, essentiellement, visent à rayer l'Union soviétique de la carte. 66 zones urbaines sont identifiées avec, euh, avec une attaque de 200 bombes atomiques. Alors, ça fait à peu près 3 bombes atomiques par zone urbaine. Pour certaines villes comme Moscou ou Leningrad, c'est éventuellement 7 à 9 bombes, etc. Mais bref, ce qui est présenté dans ce projet est abominable parce que s'il n'a pas été appliqué, mais c'est ça qui a enclenché la guerre, la course aux armements. Le plan, en fin de compte, le plan du Manhattan était censé être dans le cadre de la paix mondiale, mais il s'avère que immédiatement, la Deuxième Guerre mondiale dans le Pacifique s'est terminée au début du mois de septembre. Alors, c'est à peine 2 semaines plus tard. Et là, nous avons confirmé par des documents que les États-Unis avaient l'intention littéralement d'éliminer l'Union soviétique. Ça aurait mené à des centaines de millions de morts, c'est-à-dire la population de l'Union soviétique à l'époque, c'était de l'ordre de 200 millions. Voilà, nous avons ça. Et, et, en quelque sorte, c'est un scénario de fin du monde contre l'Union soviétique. C'était planifié par le Pentagone. Évidemment, Oppenheimer était impliqué dans ce projet, puisque tout le cadre scientifique était là. Le film ne vous dira rien là-dessus. D'ailleurs, il vous dit absolument rien, même sur Hiroshima et Nagasaki. Alors ça, c'est le point de départ. Et je devrais dire qu'il y a eu de nombreux plans de guerre nucléaire américains formulés dès le départ en 1945. Et de fait, les chiffres que je viens de mentionner augmentent à chaque fois. En 56, ils avaient 1200 zones urbaines en Union soviétique, en Europe de l'Est et en Chine.
Et c'est juste en 1949 que l'Union soviétique déclare qu'elle a la bombe nucléaire, qu'elle détient la technologie également. Et là, on entre dans un autre cadre qui est de la destruction mutuelle assurée. C'était la doctrine de la guerre froide. Et, et voilà. Alors, je crois que ce qui est très important là-dedans, c'est de voir cet historique. Brièvement, vous avez la période avant la guerre froide, ce que je viens d'énoncer. On a tous les documents et notez bien que Hiroshima et Nagasaki étaient là pour servir en fait, c'était là pour faire ce qu'on dit en anglais dress rehearsal. C'est répétition, une répétition de l'expérience de ces deux villes, à savoir combien de bombes on envoie à tel et tel endroit, à Moscou, à Vladivostok, etc., basé sur la performance de Hiroshima et Nagasaki. C'est assez diabolique de dire, ah, et tous les documents sont là, vous pouvez les consulter. C'est pas moi qui l'invente. J'essaie de révéler la vérité en ce qui concerne l'histoire de la guerre nucléaire. Elle commence avec Oppenheimer, il était quand même au niveau scientifique, mais sous les auspices du général Groves qui coordonnait du point de vue militaire le projet. Et ensuite, vous avez eu tout au long, vous avez eu au long de la guerre froide, une continuation de menaces à l'endroit de l'Union soviétique. Et bien sûr, l'Union soviétique, à un moment donné, avait la bombe nucléaire. Et ensuite, il y a eu, évidemment, aussi, dans les années 60, cette reconnaissance de la part euh, du président JFK, donc le président Kennedy, et son homologue en Union soviétique, c'était Nikolai Khrushchev qui était président à l'époque, et ils se sont convenus. Et maintenant, je passe à la période post-guerre froide, et je peux dire que ces menaces de guerre de part et d'autre ont continué durant la période post-guerre froide. Mais il y avait un élément assez important, c'est que après le 11 septembre, qui appartient à la période post-guerre froide, on a redéfini la doctrine nucléaire et on a commencé à mettre l'accent sur des bombes nucléaires de moindre envergure qui pourraient être utilisées à l'endroit de pays qui n'ont pas l'arme nucléaire. Et on a d'ailleurs mentionné la Libye et d'autres pays qui pourraient éventuellement être la cible. Et ensuite, on dit que cette nouvelle génération de bombes nucléaires sont inoffensives pour les civils parce que l'explosion est souterraine. Alors, on commence à dire, en anglais, c'était les bunker buster bombs, donc les bombes à pénétration, et on dit, et je cite les documents du Pentagone, ces bombes, les mini-nukes, les petites bombes nucléaires, mais ces petites bombes nucléaires sont à environ entre un tiers jusqu'à 12 fois une bombe Hiroshima, donc c'est pas tellement petit. Mais ensuite, on dit, ah, mais c'est inoffensif pour les civils, et on les recatégorise comme des armes conventionnelles. Bon, j'entrerai pas dans le détail de ça, mais néanmoins, on commence maintenant à dire, bon, ben, les bombes nucléaires sont similaires à les bombes dans la guerre conventionnelle et on peut les utiliser parce que
euh, ils sont inoffensifs pour les civils. En réalité, ce qu'ils ont fait, c'est changer l'étiquette. Pour ceux qui fument, de nos auditeurs, on n'a qu'à dire maintenant l'étiquette sur le paquet de cigarettes, c'est les cigarettes sont très bons pour votre santé. Eh bien, c'est exactement ça. On a changé l'étiquette de la bombe atomique et ensuite les décideurs ne comprennent pas que c'est de la propagande. Et il y a également une propagande à leur endroit. Donc, on a commencé on a commencé avec cette nouvelle doctrine euh, que la petite bombe nucléaire, c'est celle qui est un instrument de paix n'est pas nocive pour les civils. Et puis, bien sûr, les Américains, ils disent, ah, on va les utiliser, let's go ahead and use them. C'est ça. Alors là, vous avez une autre transition parce que ce qu'on a appelé le Nuclear Posture Review de 2001, donc l'année des événements du 11 septembre, il fut publié l'année suivante en 2002 et ça redéfinit, on parle de la guerre nucléaire préventive. Okay? Alors, la guerre nucléaire préventive, c'est qu'on va se défendre avec cette bombe préventive euh, à l'endroit de pays qui pourraient nous menacer. Et quand on dit préventive, ça veut dire première frappe. Ça veut dire, ah ben, il y a un pays au Moyen-Orient qui nous menace, on l'aime pas tellement. Bon, la doctrine préventive prévoit première frappe à l'endroit d'un pays qui nous emmerde, pardon, un pays qui nous confronte, que ce soit l'Iran ou autre. OK. Mais maintenant, la, la, la prochaine transition, je vais la mentionner, c'est assez résumé, c'est le projet de privatisation de la guerre nucléaire. Et la privatisation de la guerre nucléaire fut l'objet d'une réunion qui s'est tenue au Nebraska, c'est le centre stratégique des forces armées des États-Unis. Donc, il s'est tenu à cette base militaire et cette réunion, notez bien, la réunion était en 2003, commençait le 6 août et terminait le 8. C'est une réunion de 2 à 3 jours et coïncidait exactement avec Hiroshima et Nagasaki en l'an 2003. C'était pas pour commémorer les crimes contre l'humanité qui ont été commis au Japon, non. C'était pour planifier et privatiser l'industrie nucléaire. Elle était déjà partiellement privatisée, mais quel a été le résultat de ça? On en parle, mais sans donner d'explication. Euh, euh, Résultat de cette réunion de privatisation de la guerre nucléaire qui s'est tenue en août 2003, on voit, on passe à l'administration Obama. Donc, lorsque Obama commence son mandat, je pense que c'était son deuxième mandat, mais il arrive avec la notion de développer une nouvelle optique sur le développement de l'arme nucléaire et on assigne, notez bien, on assigne 1 000 milliards de dollars à ce projet. 1 000 milliards de dollars sur un certain nombre d'années. Mais c'est un projet qui est dans les... On peut se demander combien d'écoles et d'hôpitaux on peut construire avec 1 000 milliards de dollars. Ensuite, l'année suivante, ça monte à 1,3 milliard de dollars.
Et présentement, sous Biden, ce budget-là est réservé à la production de bombes nucléaires pour le complexe militaro-industriel. Il est rendu à 1,3 000 milliards. En anglais, c'est trillion, hein? 1,3 trillion. Notez-le bien, c'est 1000 fois 1 milliard. OK? Et en anglais, c'est 1000 billions, si on veut. Mais bref, c'est des chiffres astronomiques, mais qui sont là et qui prennent en quelque sorte, euh, la, si on regarde la hiérarchie des dépenses économiques et sociales du gouvernement américain, la bombe nucléaire vient en tout premier. Et il est cédulé à augmenter à 2 000 milliards en 2030. Alors ça, c'est un peu le contexte. Et c'est pas un contexte qui mène à des négociations qui pourraient mener à la paix ou même à une entente de ne pas utiliser l'arme nucléaire. Et comme j'ai dit préalablement, et ça les scientifiques vont vous l'assurer, l'utilisation de l'arme nucléaire, que ce soit même dans le contexte du Moyen-Orient, ça mènerait à une escalade et ça mènerait à la fin de l'humanité telle qu'on le connaît. Et il y a beaucoup de scientifiques qui ont écrit là-dessus, mais d'abord, les médias n'en parlent pas. Et le fait, c'est que ce projet du Manhattan, qu'est-ce qu'il a fait? En quelque sorte, il a amorcé un processus disons, d'une part de confrontation, mais d'autre part la course aux armements. Et là, vous avez maintenant plusieurs pays qui l'ont, l'arme nucléaire. Dans le contexte actuel, Israël a l'arme nucléaire. Je ne devrais pas dire que Israël va l'utiliser sans consulter ses alliés. Et la technologie de l'arme nucléaire d'Israël est calquée sur celle des grandes puissances nucléaires, à savoir les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne en particulier. Mais néanmoins, on en parle et je devrais dire, quel que soit la, la, quel que soit le type de bombe nucléaire, ceci va inévitablement mener à l'escalade et à une situation qui sera en dehors de la classe politique, en dehors de leur contrôle. Maintenant, pensez-vous qu'Israël pourrait justement utiliser la bombe nucléaire, pourrait tenter de l'utiliser contre, par exemple, l'Iran? Écoutez, c'est quelque chose qu'on examine depuis de nombreuses années. Et je devrais dire, on me pose cette question, mais je devrais dire, euh, Israël n'a aucune indépendance dans ce contexte-là parce qu'elle a des contrats, elle a des ententes au niveau stratégique et géopolitique, principalement avec les États-Unis, mais également avec l'OTAN. Et on présente, et c'est une erreur, on présente Israël comme ayant une certaine autonomie dans ses actions militaires à l'endroit de l'Iran. L'action à l'endroit du consulat iranien à Damas a été faite en consultation avec le Pentagone et la CIA et tout. En quelque sorte, ils sont imbriqués. Et ça serait une erreur de penser telle, euh, qu'une telle opération pourrait être menée de manière spontanée par Netanyahou. C'est les États-Unis qui contrôlent les enjeux. Ils ont des accords sur la défense aérienne pour Israël et c'est leur technologie.
c'est la technologie nord-américaine. Et là, il faut comprendre que, d'une certaine façon, Israël est un proxy. Et il faut, et en ce qui concerne la Palestine également, c'est un projet conjoint entre les États-Unis et Israël. C'est pas Israël qui prend le devant là-dedans. C'est un pays de 7 millions d'habitants et elle est imbriquée en quelque sorte au pouvoir stratégique militaire des États-Unis. Je veux pas, elle constitue une puissance militaire, mais elle ne peut pas agir, ne serait-ce que par exemple quelques actions au Liban, oui, mais elle doit toujours agir en parallèle avec ce qui est décidé à Washington. Pour terminer, ben, écoutez, moi, je serais curieuse de vous demander, est-ce qu'il n'y avait pas une décision justement stratégique de manipulation des populations de lancer un film comme Oppenheimer à un moment aussi charnière, critique dans l'histoire? Mais écoutez, le film n'aborde aucunement Hiroshima et Nagasaki. Il, il est calqué sur le personnage, etc. Euh, j'ai commencé à le regarder, mais je veux pas me prononcer, mais bref, si on veut vraiment faire un film sur les événements de août 1945 qui ont été formulés par Oppenheimer, on néglige totalement le scénario que tout le monde connaît d'ailleurs, mais peut-être de manière superficielle. Mais euh, on, comment se fait-il qu'on ne qu'on n'aborde pas cette question-là? Et d'ailleurs, j'ai sous la main la retranscription d'une conversation téléphonique en date du 6 août, donc c'était le jour même où Hiroshima a été bombardé. Elle est déclassifiée, c'est entre le général Groves et le docteur Oppenheimer, quelques heures après le bombardement. OK? Et puis, qu'est-ce qu'il dit, général Groves? Il dit, je suis très fier de vous et de vos scientifiques nucléaires. Et docteur Oppenheimer répond, tout s'est bien passé, point d'interrogation, général. Groves dit, apparemment, cela s'est passé avec un énorme succès. Il parle de l'événement qui a mené à 100 000 morts en l'espace de 5 à 7 minutes. Et comment se fait-il que ces réalités, que Oppenheimer soit présenté comme un personnage? Non, c'est un scientifique qui a collaboré à des crimes contre l'humanité. Il a dirigé le laboratoire de Los Alamos, qui était connu sous le nom de Project Y. Ça a été créé en 1943 et c'était l'endroit où on faisait l'analyse scientifique pour créer les bombes atomiques dans le cadre du projet Manhattan. Et il a engagé plusieurs personnes. Bon, il y avait Einstein qui faisait partie de l'équipe. Il y avait un scientifique italien, Dr. Enrico Fermi, etc. Bon, comment se fait-il que les réalités... Il y avait Truman hein, qui était président là, et Truman était, d'une certaine façon, il avait une doctrine totalement criminelle, totalement. Il s'agissait de liquider l'Union soviétique. Et notez bien que la Seconde Guerre mondiale était calquée sur la destruction du nazisme d'une part et la destruction de l'Union soviétique, mais on pensait que l'Allemagne nazie allait détruire l'Union soviétique. Et d'ailleurs,
Adolf Hitler était soutenu par Wall Street. Ça, c'est bien documenté. Il a reçu l'appui de Wall Street. Il a également reçu l'appui de Standard Oil of New Jersey, donc Exxon. Tout le monde connaît Exxon. Bon, pourquoi? Parce que l'Allemagne nazie n'avait pas de pétrole, ou très peu de pétrole. Et une opération comme celle de Barbarossa était impossible sans les importations disons, de pétrole, d'essence qui étaient canalisées vers l'Allemagne jusqu'en 1945. Jusqu'en 1945. Alors, ça, c'est un autre débat, mais je crois que il y avait également aussi du côté de Winston Churchill. Winston Churchill avait proposé quelque chose en disant on devrait aller à l'encontre de l'Union soviétique en Allemagne, etc., et mener une guerre contre eux. Parce que, bon, il ne s'attendait pas à ce que l'Union soviétique gagne la guerre, en quelque sorte, avec 25 millions de décès. Alors là, qu'est-ce que l'Union soviétique a reçu? Bon, il y avait quand même beaucoup de solidarité, même entre les Américains et les Russes, etc., à cette période-là. Mais comment, moi-même, je veux dire, je donne les faits. Et je veux dire que les faits, c'est que 66 villes en Union soviétique, qui représentent la majorité des zones urbaines, il y avait un plan pour les détruire avec, avec plus de 200 bombes atomiques. Est-ce que Merci. c'est pertinent ou non, ou c'est juste un effet, ou est-ce que c'est juste quelque chose anodin qu'on ignore? Ben alors, merci pour cette semaine. Merci beaucoup pour ces liens historiques et ces analyses géopolitiques. Alors, heureuse de vous retrouver aujourd'hui et nous vous revoyons bientôt, professeur, et merci encore.